Bonjour à tous, quels enseignements la Guadeloupe va-t-elle tirer de cette terrible crise sanitaire? Faut-il craindre une crise sociale majeure dans les semaines à venir? Comment expliquer toutes ces fractures observées au sein de la société guadeloupéenne? Et sur quelle base pouvons-nous recoller les morceaux? Franck Garin, observateur guadeloupéen, est l'invité de Franc-Parler. Franck Garin, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de Franc-Parler. La Guadeloupe vit en ce moment l'une de ses pires épreuves en termes de vie humaine perdue à cause du Covid-19. Pour ce seul mois d'août, on atteindra sans doute les 200 morts au CHU de Guadeloupe. Se relever de cela ne sera pas simple. Mais déjà, il faut que nous ayons une pensée pour toutes ces familles qui sont dans la détresse. Des gens qui meurent comme des petits pains, comme on dit, des personnes désespérées, et surtout l'existence d'une grande fracture entre nous. Je n'ai jamais vu ça. Au-delà de la mort même, des gens qui ne se parlent plus, d'autres qui ont carrément bloqué les numéros de certaines personnes, des collègues qui sont fâchés, des frères, sœurs qui sont brouillés, parce que tout simplement, on a des positions divergentes vis-à-vis d'une pandémie qui, ma foi, n'épargne personne. Est-ce que nous allons nous en relever? Nous allons devoir certainement nous interroger sur une nouvelle manière de faire société. Nous allons devoir nous interroger sur peut-être d'autres manières de voir notre économie. Et puis d'envisager aussi les relations entre nous. Oui. Comment expliquer, Franck Garin, que le sujet de la vaccination soit à ce point clivant, même si beaucoup de nos compatriotes, réticents jusqu'ici, ont finalement décidé de se faire vacciner ou sont en train de tâtonner, comme on dit? Mais il l'est partout. Hein. Il est en Algérie, il est en Australie, il est partout. Je lisais ce matin. Ces questionnements sont légitimes? Mais bien évidemment, à partir du moment où on a créé le vaccin, on a créé des anti-vaccins aussi. Hein. C'est quelque part un élément halogène qui pénètre le corps et dont on ne mesure pas tout le temps les résultats, surtout par rapport à nous. Donc on a tendance très souvent à dire que nous sommes les seuls dépositaires d'une contestation qui, ma foi, a un caractère profondément humain. Et puis, c'est la manière dont aussi les choses sont dites et sont faites. On y reviendra dans un instant. Ces oppositions pro-vax, anti-vax, pour ou contre le pass sanitaire également, ces oppositions ne sont-elles pas, avec un peu de recul, des terrains d'expression, ici, en Guadeloupe, de malaise plus profond? Mais absolument, je le pense aussi. Hein. On a forcément des motifs de contestation qui rejoignent ce que l'on voit d'une manière générale dans les autres sociétés. Mais il y a aussi, à mon avis, nous alimentons, nous, le refus qui émane d'une certaine frange de la population, ou l'hésitation, qui est majoritaire, il faut en convenir. Eh bien, elle participe aussi de notre histoire, de notre relation au pouvoir. Elle participe aussi de mémoires qui n'ont pas été apaisées. Elle participe aussi, à mon avis, de la manière dont les choses sont dites, sont provoquées comme ça de l'extérieur. Et puis, le débat, il n'est pas nouveau. Raymond Boutin, j'ai amené son ouvrage, il a écrit quelque chose, « Et la vie gagne », où il parle, qui est de l'espoir, qui est une description aussi, une espèce de roman social hein, sur une grande épidémie du milieu du 19e siècle. Bien, on parle aussi de ces personnes qui étaient contre, de ces personnes qui avaient peur, qui ont fui Pointe-à-Pitre, d'où est partie l'épidémie, pour pouvoir rejoindre la Basse-Terre, où finalement, plus de monde mort encore. Donc, c'est attaché à nous aussi, cette façon que nous avons de considérer notre territoire, cette manière que nous avons d'appréhender notre histoire, une histoire qui est clivante, avec des mémoires qui n'ont pas été apaisées. Donc tout ceci revient
on retrouve cette espèce de césure, de séquente entre le yo et le nous. Vaccin à yo là, masse à yo là, stupidité à yo là, parce que tout simplement, le sentiment qui prévaut, c'est que ce qui provient de l'extérieur n'est pas forcément positif. Oui. Et pourtant, paradoxalement, on importe beaucoup, mais enfin, c'est notre débat. Donc nous avions les référentiels de base, hein, à vous entendre, il fallait s'en servir. Bien évidemment, mais je crois que chez nous en Guadeloupe, dans les sociétés colonisées, celles qui ont été démunies, il y a eu plusieurs étapes dans la manière d'assumer le réel. Dans un premier temps, je pense que dans les années qui ont suivi la départementalisation, on a été une société de l'empilement. Face au dénuement, donc on va empiler. Et quand on allait dans les maisons, on voyait plein de choses, des portraits, des objets, etc. Il y avait des cases qui se résumaient à l'ordinaire le plus simple. Mais à partir du moment où on était censé, où on voulait monter dans l'ascenseur social, eh bien, on voyait des maisons où il y avait tout un fouillis auquel les enfants n'avaient pas accès, etc. C'est ça l'empilement. Et cet empilement-là, qui permet aux gens de se distinguer, eh bien, ma foi, il était quand même accompagné d'un petit lacou spirituel, oui. Culturel, mais aussi physique, potager. Ce recours aux plantes. Vous alliez dans une maison, il y a des plantes qui sont devant la maison pour accueillir, et il y a celles qui sont derrière, qui sont censées guérir. Donc, ce recours à la nature, cette manière de placer la nature devant et derrière, malgré une stratégie de l'empilement, on pensait que ce recours-là avait disparu. Avec les cités, avec l'habité vertical, ouais. etc., l'absence de communication ou la modification de la communication. Mais c'est resté assez vivace, et 2009 a réveillé tout ça. Et c'est pour ça que dans la foule d'arguments que l'on rencontre, il y a, quelque part, eh bien, l'expression d'un désir. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas utiliser ce que nous avons? Et ça, je le comprends aisément. On comprend bien également qu'avec un CHU en mode dégradé depuis l'incendie, que vacciner le plus grand nombre contre le Covid constituait et constitue encore l'enjeu de santé publique de cette crise en Guadeloupe. Encore fallait-il s'y prendre autrement. C'est ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Beaucoup d'observateurs partagent d'ailleurs cette analyse. Prendre le temps d'expliquer et non pas pointer du doigt et accuser. Le pouvoir, d'une manière générale, a une arme terrible qui est la violence. Même si on parle de régime démocratique, tout ce que vous voulez, l'exercice du pouvoir, comme disait Machiavel, est totalement lié à la violence. Le prince, pour gouverner, il a besoin de ça, sans faire allusion à quoi que ce soit, à ce qu'on entend sur un tel ou un tel. Les campagnes contre le tabac, contre la drogue, les accidents de la circulation, sont des campagnes violentes. On vous dit même, certaines images peuvent choquer quand vous prenez un paquet de cigarettes et que vous voyez les bouches déformées, etc. L'idée, c'est de convaincre par la violence, c'est de convaincre par la peur, puisque cette violence, elle génère une peur. Il faut que vous ayez peur de ça, puisqu'il y a ça qui arrive. On est dans un discours paternaliste. Ce qu'emploient les parents, si vous ne faites pas tel butin, ça fait avec moi, prends garde avec moi. C'est ce discours-là qu'on a, en réalité. Et ce discours, qui est un discours finalement fondé sur la peur, eh bien, il atteint, voilà, il trouve son expression, sa cristallisation dans la population. Les gens ont peur. Il fallait s'y prendre comment? C'est difficile, très honnêtement. Je pense que personne n'a le logiciel. Le gouvernement non plus n'a pas le logiciel. Il n'y a pas de pandémies comme ça qui se déroulent chaque année de manière aussi grave, si on parle d'épidémie de grippe, etc.
Il n'y a pas. Le seul recours restait au niveau des gouvernants, n'est-ce pas, le recours à la vaccination. Comment fallait-il s'y prendre? C'est votre question. La communication chez nous, dans un pays où on a éduqué, dressé les gens à obéir, on ne va pas tout obtenir des gens de cette manière-là. On peut tout obtenir du Guadeloupéen, à condition de savoir comment lui parler. Et quand on arrive avec des injonctions militaires ou militarisantes, il est clair que les gens se braquent. Se braquent. Vous allez dire à quelqu'un, moi ça va, moi dépêchez-vous. Vous allez lui dire, regardez-moi, alors que je fais ça, pas oublier moi. Hein. Il a dit, je vais parler tout de suite. C'est cette manière que nous avons. Nous n'obéissons pas aux injonctions. Quand les gens sont dans la rue, ils expriment justement cette communication un peu guerrière, même si le chef de l'État français a dit qu'on était en guerre, ils expriment aussi le malaise d'une société en quête de sens. L'UPLG, par la voix de son secrétaire général, cette semaine, a appelé les Guadeloupéens à se faire vacciner, ce qui a provoqué quelques remous dans le camp nationaliste. La démarche responsable doit primer, le moment venu, sur les idéologies quand la situation l'impose. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué quelque part. Mais la réalité, elle est là. Les chiffres sont là. Et à un moment, parce qu'il y a tellement de gens qui m'appellent, qui me disent, mais quand on a fait, parce que ceci, parce que cela, les gens se rendent compte qu'on est fauchés. C'est un champ de bataille. Oui. Les gens tombent. On se sent un peu démunis. Voilà, on se sent démunis. Et finalement, on y va à pas forcer, mais les gens vont lentement. Les chiffres, d'ailleurs, paraît-il, sont remontés. On est passé de 16 à 33%, si j'ai bien entendu ce matin. Donc, c'est clair que les leaders d'opinion, n'ayant pas eu l'expression qu'il fallait, ou ne s'étant pas déterminés, eh bien, ça et là, il y a eu des sous-groupes avec des caporaux, des sous-chefs, des meneurs, qui finalement ont été entendus. Oui, ils ont occupé l'espace. Ils ont occupé l'espace. L'espace était vide. Et je comprends nos politiques, parce qu'il faut en parler. Non, il ne faut pas oublier qu'il y avait, il n'y a pas très longtemps, des élections, et que le sujet était peut-être un peu gênant. Et tout le monde n'est pas encore bien élu. Donc, ça se pourrait aussi que... Mais dans le fond, le système politique tel qu'il est chez nous ne peut pas sécréter comme ça une parole forte. Il y a des paroles fortes, mais qui sont plutôt des paroles d'apaisement. Mais s'il faut autres butin, il faut nous butin. Mais il n'y a pas quelqu'un comme la vieille Lucette, et je dis ça sans acrimonie ou quoi que ce soit, qui aurait dit au préfet, regardez-moi, vous le préfet, vous faites ça, et nous en Guadeloupe, on fait telle chose. Donc on doit s'entendre. N'en déplaise aux élus politiques qui nous écoutent, il n'y a pas de parole, je ne parle pas des affaires de Mme Michaud, de ceci, de cela, ça c'est autre chose, hein, ça c'est pas mon affaire. Hein. On parle d'une parole forte de la Guadeloupe. Oui, une parole entendue. Une parole entendue. Un monde qui a dit, regardez-moi, mais ça nous a fait, et qui aurait dit au préfet, celui-ci ou celui-là ou tel autre, non, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Il faut nous façader, il faut nous trouver une solution ensemble. C'est le rapport des Guadeloupéens au pouvoir, à leur représentation, aux élus. C'est aussi un sujet? C'est un sujet qui revient d'ailleurs. Il revient constamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une quête de sens. Ce n'est pas un problème de blanc, nègre ou quoi que ce soit, comme on veut le faire entendre parfois. C'est aussi notre rapport à notre gouvernance. La façon que nous avons de nous projeter. Les Guadeloupéens se projettent. Il faut arrêter de croire, de dire et de faire dire que nous sommes un peuple assisté, en train d'attendre qu'on nous serve, qu'on nous donne la béquille. Non. Il y a chez nous une grande majorité de gens qui sont déterminés, qui cherchent leur place, qui se battent, qui s'investissent dans cette société-là. Et nous devons avoir du respect pour eux. Et quand ces gens entendent ce type de discours,
avec des injonctions. Parce qu'il y a plusieurs logiques. Il faut le dire, j'ouvre la parenthèse. Il y a la logique des trusts pharmaceutiques. Il y a la logique des gouvernants sur lesquels pèse une responsabilité. Il y a la logique de ceux qui soignent, qui disent, mais nous, on a fait le serment, c'est pas pour voir des gens mourir comme ça, c'est pour les accompagner, c'est prévenir. Il y a la logique, je ne la mets pas entre guillemets, de la population qui, elle, finalement, est en train de chercher, de louvoyer, de vouloir donner un sens à la Guadeloupe. Ces choses-là, elles ne vont pas s'amalgamer, hein. Elles s'entrechoquent. Et comme elles s'entrechoquent, ça fait un bois. Et ce qui manque, c'est une parole forte. Et une parole forte n'est pas forcément une parole injonctive, mais ça vous faire une parole dictatoriale. C'est quelque chose que tout le monde comprend, porté par nous-mêmes. C'est hélas défaillant. Une parole de rassemblement. Une parole de rassemblement, mais qui nous situe aussi par rapport au pouvoir. On a besoin de ça. Que le Guadeloupéen soit totalement assimilé, départementalisé et demande autre chose, c'est ce que j'entends. Il a quand même l'idée qu'il est Guadeloupéen et que quelque part, il faut qu'il se dresse face à quelqu'un, face à son histoire, face peut-être au symbole d'un type de pouvoir. Très bien. Et il a besoin de quelqu'un qui dit ça à sa place. Oui, qui l'incarne. Et comme on ne le dit pas, eh bien, on a qu'à y en là. Justement, côté syndicat, la ligne ne change pas. Le LKP et ses alliés maintiennent leur mobilisation et leurs appels à la grève générale. L'État serait donc le seul responsable de nos malheurs. En tout cas, l'État a pris à bras le corps la crise. Pas suffisamment. L'État s'est mis devant. Certains. Le chef de l'État français a dit, nous sommes en guerre. Oui. Donc c'est qui est général. Mais bien sûr, si la guerre, il faut nous accommoder. Et troupaille, c'est les services déconcentrés de l'État. D'accord? Donc dès le départ, il n'y a pas eu cette volonté de porter les choses ensemble. Et cet État-là, je le comprends, hein, je me mets à leur place, ce n'est pas évident. Oui. Il n'y a pas de logiciel. Surtout face à une pandémie. Il n'y a pas de logiciel. Il n'y a pas un truc que tu vas mettre là et puis tu vas. Ouais, hein, c'est pas possible. Donc, cet État-là, effectivement, qui est porteur de un certain nombre de défaillances, pas forcément liées à la présence du gouvernement actuel, mais au gouvernement de la France d'une manière générale, qui n'a jamais demandé pardon pour 52, n'a tué des gens à Moule, qui n'a jamais demandé pardon pour mai 67. Ce sont des choses qui reviennent dans les commémorations. Et les Guadeloupéens commémorent de plus en plus ce type d'événement-là. Alors, c'est peut-être la quête d'une certaine reconnaissance. J'ai coutume de dire qu'en 1848, on a dit liberté, égalité, fraternité, mais que égalité, on l'a mis sur pause. Et nous sommes dans une quête constante de la reconnaissance. Ah, nous baillons footballeur, nous pas nous, nous baillons pas nous, nous baillons pas nous. La recherche du don et du contre-don. Donc, et ça le sens. Il faudrait qu'on dépasse le simple sens, la simple quête de reconnaissance. Il faut aller dans la quête de nous-mêmes. Le combat pour une Guadeloupe différente ne doit pas être un combat pour une Guadeloupe reconnue par la France. Nous ne pouvons pas arrêter nos ambitions et nos humanités à cela. Mais tout ça vient là, dans le débat. Donc, pour répondre à votre question, l'État s'est effectivement porté en avant, eh bien, doit aujourd'hui assumer les responsabilités de ce qui se passe, à tort ou à raison. Il faut craindre, Franck Garin, une crise sociale majeure en Guadeloupe dans les semaines à venir ou, selon vous, les conditions ne sont pas réunies? La crise, elle est latente. La Guadeloupe est structurellement un pays sous-développé. Je dis bien structurellement. Ouais. Et bien évidemment, quand il y a des trémors comme ça, hein, comme lors d'une éruption volcanique, des tremblements, etc., on a
le sentiment que c'est nouveau. Non, c'est structurellement défaillant. C'est structurellement sous-développé. La départementalisation, tout le monde y a cru, on va être les égaux, Bien, elle s'est mise en place de façon très compliquée, avec des préfets keynésiens qui ont fait des grands plans, les Housselet, les consorts, les Rignac, qui ont fait des grands plans de restructuration, tout ce que vous voulez de développement. On a passé le temps à nous dire, vous êtes en retard de développement depuis 1946. Nous, en 2021, vous êtes en retard de développement. Alors on injecte des fonds européens, etc. Ouais. Mais c'est comme si, ou quand mettons à place en longeant du bois, donc il peut guérir quelque part. Et c'est ça notre situation réelle. Donc, à la rentrée, certainement qu'il y aura des mouvements, mais ils sont révélateurs d'un malaise qui est profond. Ils sont révélateurs d'une économie et d'une société structurellement défaillante et qui a besoin d'autre chose. L'abstention, telle que nous l'interprétons chez nous, c'est la preuve que nous ne croyons plus en certaines paroles. C'est ça qu'il faut interpréter. Mais est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire de la prospective? C'est compliqué de faire de la prospective quand on est dans cet état-là où tout le monde paie tout le monde, si le monde pas grand monde, etc. Il y a du talent en vacances, il rentre, il va maman pour vidiculer. On entend plein de choses. C'est difficile de se projeter, mais il faut que nous nous projetions. Nous avons là l'opportunité, à mon avis. Depuis le début de cette crise, tout laisse penser que plus rien ne sera comme avant et qu'il faut dès à présent anticiper des mutations multiples. En avons-nous vraiment conscience? On a vu des choses l'an dernier, on a vu que certaines lignes étaient en train de bouger, on a vu des initiatives se prendre. Est-ce qu'on est toujours dans ce mouvement? Elles ont été... En fait, quand je nous regarde fonctionner, c'est difficile quand tu vis ici de prendre du recul, jusqu'au Ouadan, quoi. Mais quand, bon, des fois, on est seul, on réfléchit, on a bon pied bois, on dit, mais on va poser aux questions. On est dans la réactivité. Voilà. Si tu dis Colombo, voilà, c'est ce qu'on dit en créole. On réagit. Mais se projeter, c'est un peu compliqué. Parce que de tout temps, nous n'avons pas été habitués à ça. C'est toujours l'autre. J'ai parlé je prends un exemple, celui des routes. Les routes, les chemins ont été faits en Guadeloupe selon les besoins des usines. Même un projet de chemin de fer qui devait sortir du moule pour aller à Pointe-à-Pitre en passant par Moronalo, faire une bifurcation sur Port-Louis, sur Saint-François et les Abîmes, c'est l'usine qui avait conçu ça pour transporter sa canne. Et l'usine ne l'a pas fait parce que c'est l'usine qui dominait encore, bon, un peu moins à partir du début du XXe siècle, mais qui dominait les finances. Tout ce qui a été fait l'a été en fonction de besoins économiques qui ne sont pas ceux de la population. On a toujours eu du mal à se projeter. On nous a mis dans un schéma, je le répète, en 1848, où on nous a dit liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, si tu es libre, c'est même pas toi qui t'es rendu libre. Voilà, c'est un tel. Et tous nos héros sont des héros morts. Delgrès, mort. Solitude, mort. Évidemment, mort. Ignace, mort. On n'a pas de grandes manifestations qui nous rassemblent, qui créent du sens, qui créent de l'émotion et qui nous invitent à faire des choses ensemble. Alors oui, c'est difficile de se projeter. L'urgente nécessité d'une construction collective guadeloupéenne basée sur des rapports de confiance entre les acteurs, entre nos compatriotes, cette urgence-là, elle est, à votre avis, jouable, envisageable, compréhensible? J'ai du mal à comprendre pourquoi nous évoquons souvent la responsabilité de l'État. C'est l'État français qui fait. D'ailleurs, c'était l'une de vos questions tout à l'heure. Ouais.
c'est l'État français qui fait. Et nous voulons que le droit à l'État français appliqué intégralement, et nous pas même mesurer le fait que si ce droit s'applique intégralement, il génère encore du dysfonctionnement. Donc, c'est ce que j'appelle la quête de sens. Nous allons jouer sur frein, nous allons jouer sur accélérateur en même temps. Donc, l'urgence, bien sûr qu'il y a urgence. Il y a urgence dans un pays où près de 1000 jeunes partent chaque année. Et des jeunes qui ne vont peut-être pas revenir parce qu'ils quittent, ouf, tant mieux, se disent-ils intérieurement, un pays où ils ont grandi. On leur a dit chlordécone, c'est côté moun qui n'y pi volé, c'est côté moun qui a fait pi accident, c'est côté moun si, c'est côté... Ils quittent un pays dont la représentation qu'ils ont eue reste un pays totalement négatif. Ils partent. Ils sont remplacés par des expatriés, à mieux, autrement organisés, et qui vont nous dicter la dure loi du colon. Ce n'est pas Fangarin qui dit ça, c'est Aimé Césaire. Lorsqu'on parlait de l'arrivée des Mongs en Guyane, il disait, moi je ne crains pas les Mongs, je crains cela. 77, 76, Césaire a dit ça. On vit ça à Marie-Galante, on vit ça à la Côte-sous-le-Vent. Cette création de richesse, elle ne nous profite pas, puisque ce sont des gens qui vivent dans l'entre-soi, entre eux. Je considère cela comme une menace, puisqu'elle ne crée pas de richesse pour la société guadeloupéenne. Lorsque nous ne nous posons pas les questions essentielles, et c'est ça l'urgence, se poser la vraie question. Et parmi les vraies questions, il y en a une, à mon avis, qui est fondamentale, c'est comment nourrir la Guadeloupe d'ici 2040. Je serai déjà mort. Si on répond à cette question, eh bien, on répond à la question de la prévention en matière de santé. Et c'est là où des gens comme les Ozio, les Henri, tout ça, ont leur place. Nous répondons à la question de l'aménagement du territoire. Comment peut-on concevoir qu'on est encore en train de continuer, Jarry? Comment concevoir que nous sommes en train d'inonder la plaine des abîmes de béton, là où on devrait nourrir les gens? Comment concevoir que toute la plaine du Nord, qui part de Campèche, de Gros Cap, pour arriver jusqu'à Maoudier au Campèche, soit inexploitée? Et toute la grande plaine de Sainte-Rose. Mais je comprends les batailles que mènent les groupements de paysans pour avoir ces terres-là. Il y a des urgences. L'urgence, réfléchir aussi sur un système de santé qui est hospitalocentrique. Parce que si on répond à la question comment nourrir la Guadeloupe, on se pose la question du système de santé. L'obésité, toutes les maladies qui ressemblent étrangement aux maladies de pays riches. Ce que nous ne sommes pas. Réfléchir à un système qui ne soit pas hospitalocentrique et inspiré des réalisations occidentales. Si on bête à 1000 pattes mode de Walence, on va courir l'hôpital. Je m'adresse à... Vous avez de multiples casquettes, Franck Garin, vous êtes très humble, hein, et c'est tout à votre honneur. Je m'adresse au docteur en sociologie de la santé. C'est également une de vos compétences. Comment on en sort? Et ce sera ma dernière question. Je crois que Fanon disait, je n'arrive pas à homer de vérité. Les choses, j'essaie de les dire et non pas de les crier. Je parle de l'urgence de santé, là. Oui, oui. Je crois que dans un premier temps, nous avons besoin de nous parler. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on a vu beaucoup d'injonctions à un peuple qui n'aime pas les injonctions. Il était pourtant de communiquer autrement. Et communiquer autrement, ce n'est pas calquer la communication que l'on voit en Europe, etc., et la mettre ici, prendre des têtes de pont. Non. Je crois qu'il est urgent de communiquer autrement. La communication autrement, elle passe par des explications que l'on doit donner à la population
qu'est-ce qu'elle demande en réalité? Les gens ne sont pas anti-vax, un point, c'est tout. C'est pareil, puisqu'ils se laissent convaincre. Alors on me dira, oui, il y a cette espèce de bâton là, du pass sanitaire, donc on se dit, on est résigné. Mais les gens ne sont pas. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à ce qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'ils sont. Et je crois que cette quête de reconnaissance, elle s'est cristallisé dans le rapport aux plantes médicinales, etc. Les gens ont envie d'entendre que oui, il y a quelque chose de possible avec ça. D'accord? Peut-être pas dans les médications de façon urgente, parce qu'on entend tellement de prescriptions, tout ce qu'on dit bien, mais qu'on en tienne compte pour bâtir quelque chose autour. Dire qu'il n'y a pas une compatibilité entre le fait de se faire vacciner et le fait de prévenir la maladie. D'accord? Et tout autant qu'il y a une campagne très officielle sur cela, sur la vaccination, qu'il y a aussi une campagne tout à fait officielle qui marque la reconnaissance. J'ai bien dit ça, que nous sommes en quête de reconnaissance, qui marque la reconnaissance de ce qui fait, peut-être pas le quotidien des gens, mais ce qui fait un petit peu leur laco culturel, qui, malgré l'habitat qui a changé, ils n'ont pas tout à fait laissé de côté. Merci Franck Garin d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à Franc Parler. À très vite sur Éclair TV.